Bienvenue sur Cruauté en face story. Ici, on ne raconte pas de simples histoires. On plonge dans les recoins sombres de l'âme humaine, là où la raison vacille et où la vérité glace le sang. Ce n'est pas un divertissement, c'est un voyage. Un face-à-face brutal avec ce que l'homme peut avoir de plus cruel, de plus imprévisible, de plus inavouable. Ici, chaque détail compte, chaque mot dévoile un morceau d'ombre, et chaque silence pèse plus lourd que 1000 explications. Alors installe-toi, laisse tomber les certitudes, parce qu'une fois que tu as franchi cette porte, tu n'écoutes plus une histoire, tu l'endures, et quand la lumière se rallumera, tu ne verras plus le monde de la même manière. Cajamarca, ah Cajamarca, la perle de la Sierra Norte du Pérou, une ville majestueusement levée dans l'une des plus vastes vallées du pays. C'est là, entre les mines d'or, les troupeaux de bovins, les champs fertiles et, plus récemment, le bourdonnement du tourisme que Marisol Estela Alba a vu le jour. C'était le 8 décembre 1992. Un petit hameau du nom de Cuberillo, perdu à 10 kilomètres à peine de la bouillonnante Bamba Marca, a été le théâtre de son enfance. L'aînée d'une fratrie de 5 enfants, elle grandissait sous le regard bienveillant de Domingo Estela Yatas et Briseida Alba Pérez. Marisol a grandi là, entre montagnes et champs, un décor rude mais authentique. Ses premières années d'école, elle les a passées dans 2 modestes établissements locaux. On disait d'elle qu'elle était belle, oui, mais ce qui captivait vraiment, c'était sa joie de vivre, cette lumière qu'elle dégageait, et surtout cet amour indéfectible pour sa famille. Mais voilà. Le murmure de la grande ville, ses promesses de grandeur et de renouveau, ont fini par la happer. Comment résister? Encore adolescente, mais le cœur gonflé de rêves et de cette fougue que rien n'arrête, Marisol a tourné le dos aux montagnes pour s'élancer vers Lima, cette capitale qui ne dort jamais. En 2008, elle pose enfin le pied dans cette métropole étourdissante. Là, elle termine ses études secondaires tout en enchaînant les petits boulots pour joindre les 2 bouts. Loin de sa famille, loin de ses repères, Marisol a goûté à la solitude. Une solitude lourde, pesante. Sur les réseaux sociaux, elle confiait sa tristesse, ce vide immense qui l'envahissait alors qu'elle tentait de s'adapter à ce nouvel univers. Mais, comme on pouvait s'y attendre, Marisol a fini par s'adapter. Lentement, certes, mais sûrement. Les visages inconnus de ses camarades de classe sont devenus familiers, puis amicaux. Elle s'est créé un nouveau cercle, un petit cocon d'amitié dans cette ville tentaculaire. Pourtant, derrière ses sourires, elle nourrissait un rêve bien plus grand, celui de poursuivre des études universitaires et de devenir une professionnelle accomplie. Rien ne pouvait freiner cette ambition brûlante, pas même la fatigue, pas même les obstacles. Ses voisins eux-mêmes ne tarissaient pas d'éloges sur cette volonté de faire qui la poussait à réussir coûte que coûte. Alors, dès que l'occasion s'est présentée, elle s'est lancée. Marisol a intégré une prestigieuse université de Lima pour étudier la cosmétique dermatologique. Un choix audacieux à son image. Mais le destin, capricieux comme toujours, a mis Luis Genaro Esteves Rodriguez sur sa route. Un sous-officier de l'armée, 10 ans plus âgé qu'elle. Elle avait 19 ans, lui 29. Au début, Luis semblait être l'homme parfait, affectueux, protecteur, trop protecteur. Avec le temps, cette douceur s'est muée en contrôle, puis en poison. Ce qui ressemblait à une romance s'est lentement transformé en un piège suffocant. Selon certains proches, Marisol avait pris un appartement où sa sœur Rosemary avait fini par s'installer. Leur petit nid accueillait aussi d'autres membres de la famille lors de leur séjour à Lima. Mais Luis, insidieusement, a commencé à grignoter cet espace familial.
Plus possessif que jamais, il voulait que Marisol vive dans un monde où lui seul comptait. Petit à petit, il a éloigné les Estella de l'appartement. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il redoublait d'imagination pour couper Marisol de ses proches. Il inventait des excuses absurdes pour l'empêcher de voir sa famille. Une fois, tenez-vous bien, il a même simulé son propre enlèvement pour l'empêcher de retourner à Cajamarca. Pathétique. La vie à deux est vite devenue un enfer. Les crises de jalousie de Luis rendaient la cohabitation insupportable. Les disputes s'enchaînaient, menant à plusieurs ruptures. Mais Luis refusait de lâcher prise. Il manipulait des réconciliations à coups de fausses excuses, de chantage affectif, de menaces voilées. Et comme si cela ne suffisait pas, il s'est même permis de diriger la vie professionnelle de Marisol. Sous sa pression étouffante, elle a abandonné sa passion pour la cosmétique et s'est inscrite en soins infirmiers à l'Institut supérieur Arzobispo Loaiza. Mais même là, il ne lui laissait aucun répit. Pendant ses cours, il la bombardait de messages, d'appels incessants et n'hésitait pas à débarquer sans prévenir. Luis ne se contentait pas de contrôler les moindres faits et gestes de Marisol. Non, il allait bien plus loin. Il lui interdisait même de se lier d'amitié avec ses camarades de classe. Comme si cela ne suffisait pas, il la retenait souvent enfermée dans son propre appartement, l'empêchant carrément d'assister à ses cours. Et comme si priver Marisol de sa liberté ne suffisait pas, il a joué la carte du manipulateur financier. Sous prétexte de lancer un projet commun, il l'a convaincue de contracter un prêt de 30 000 sols, plus de 8 000 $ à l'époque. Une somme qu'il n'a pas tardé à détourner pour acheter du matériel destiné à la boulangerie de ses parents. Sympa, le partenariat. Sauf que quand il a fallu rembourser les mensualités, Luis a purement et simplement refusé d'en assumer la responsabilité. Marisol, elle, se retrouvait seule face aux dettes. Mais l'emprise de Luis ne s'arrêtait pas là. Il a fini par obtenir les mots de passe de ses réseaux sociaux. Il lisait tout, absolument tout. Il allait même jusqu'à envoyer des messages en se faisant passer pour elle. Les murs de l'appartement résonnaient régulièrement des cris et des disputes. Les voisins étaient témoins impuissants de cette descente aux enfers. Puis, le harcèlement psychologique a laissé place aux coups. Oui, Luis est passé de la parole aux actes. Marisol a bien envisagé de porter plainte. Mais face à l'uniforme de Luis, elle a hésité. Que pouvait-elle espérer? Et si ça ne faisait qu'empirer les choses? Ce n'était pas une crainte infondée. Luis avait déjà un passif. En 2015, il avait été dénoncé 2 fois pour des coups et blessures graves après des bagarres. Et en 2017, il avait été arrêté pour conduite en état d'ébriété. Un homme instable, violent, et Marisol était piégée, jusqu'à ce que le passé refasse surface. Elle a recroisé Wilmer Vargas, son amour de jeunesse, rencontré 9 ans plus tôt, peu après son arrivée à Lima. Et là, quelque chose s'est réveillé. Une lueur d'espoir. Un souffle de liberté. Elle s'est mise à rêver d'une vie différente, d'une relation saine, loin de l'étau de Luis. Elle a confié à sa sœur Rosemary sa décision de rompre définitivement avec lui. Mais Luis n'était pas du genre à lâcher prise. À la mi-novembre 2018, Wilmer reçoit un message du numéro de Marisol lui proposant un rendez-vous à Lima. Sauf qu'en arrivant, ce n'est pas elle qui l'attendait, c'était Luis. Rusé et manipulateur, il s'était fait passer pour elle afin de tendre un piège à Wilmer. Pendant plus d'1 heure et demie, il a tenté de le convaincre de s'éloigner de Marisol. Malgré tous les efforts de Luis pour l'isoler, Marisol n'a jamais rompu ses liens avec sa famille. Elle les aimait profondément, tellement qu'elle s'était fait tatouer ces mots, comme une promesse gravée dans la peau. Famille,
là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. Même si elle ne les appelait pas tous les jours, elle leur envoyait des messages régulièrement. Ses parents venaient la voir dès qu'ils en avaient l'occasion. Son père, Domingo, lui avait rendu visite à Lima à la mi-novembre 2018. Peu avant la fin du mois, Rosemary avait invité Marisol à revenir à Cajamarca pour passer du temps en famille. Mais elle avait décliné. Elle devait, disait-elle, régler certaines affaires à Lima. Le mardi 27 et le mercredi 28, Marisol s'est rendue en cours, comme à son habitude. À la sortie, Luis l'attendait, installé dans sa minivan argentée. Rien de bien surprenant jusque-là. Le mercredi, sa cousine Bella Calais Paredes lui a rendu visite à son domicile. Elles ont discuté quelques minutes, rien d'alarmant. Mais dès le lendemain, Bella a tenté de la joindre par téléphone. Silence radio. Pas de réponse. Inquiète, elle lui a écrit via un réseau social bien connu. La réponse ? Marisol ne pouvait pas venir le voir, car elle était plongée dans ses examens finaux. Une excuse crédible, sauf que ce fut leur dernier échange. Le jeudi 29, le propriétaire de l'appartement de Marisol l'a vue sortir. Quelques instants plus tard, il a aperçu Luis arriver. Rien d'anormal à première vue. Luis avait les clés et avait l'habitude d'entrer seul. Ce manège ne surprenait plus personne, mais ce jour-là, quand Marisol est revenue, il l'attendait déjà. Puis est venu le vendredi 30 novembre. Rosemary a reçu un message vocal de sa sœur. Un message qui, au premier abord, semblait anodin. « Rosemary, je voulais que tu saches que je pars avec Wilmer à Huaroco. Je vais voyager et être heureuse avec lui parce que Luis me dérange beaucoup et tu sais bien que je n'aime pas ça. » Mais quelque chose a cloché. La voix de Marisol. Triste, éteinte. Rien à voir avec l'enthousiasme que l'on aurait dû ressentir en parlant de nouveaux projets ou d'évasion. Rosemary l'a senti. Ce n'était pas normal. Et elle avait eu raison de s'inquiéter. Après ce message, Marisol s'est volatilisée. Plus de nouvelles, plus un mot. Le silence absolu. Un silence assourdissant pour ses parents qui avaient l'habitude d'échanger avec elle chaque jour. Depuis Cajamarca, Rosemary, rongée par l'angoisse, a supplié des proches à Lima d'aller signaler la disparition de Marisol au commissariat. Mais la réponse des autorités a été glaçante. Il est trop tôt, elle est sûrement chez une amie ou avec un autre petit ami. Sérieusement ? Cette indifférence a frappé de plein fouet la famille, renforçant leur pressentiment qu'un drame se préparait. Pendant ce temps-là, Luis, lui, s'est offert du bon temps. Ce week-end-là, il s'est présenté seul à une fête organisée par les amis et camarades de Marisol. Quand on lui a demandé pourquoi elle n'était pas là, sa réponse a été aussi froide qu'automatique. Elle est restée chez elle pour se reposer. Le lundi 3 décembre, Rosemary a tenté encore et encore de joindre sa sœur. Rien. Cette fois, le téléphone de Marisol ne répondait même plus. Sa dernière connexion sur une application de messagerie remontait à la soirée du même jour. Un détail qui a glacé le sang. Poussée par l'inquiétude, elle a fini par appeler Luis. Au bord de l'effondrement, elle a demandé « Où est Marisol ?» Et Luis, implacable, a répondu « Elle est à Cajamarca ». Alors que la famille de Marisol attendait désespérément des réponses, une agitation étrange a attiré l'attention des voisins du 67e pâté de maison de l'avenue Pachacútec, dans le district de Villa El Salvador. Cette rue, déjà encombrée par des tas d'ordures, de terre et de végétation entassés tous les 3 à 5 mètres, exaspérait les habitants de cette zone industrielle. Autant dire qu'ils étaient sur le qui-vive face à quiconque osait ajouter ses déchets à ce décor déjà suffocant. Ce lundi-là, 3 charpentiers du quartier ont remarqué quelque chose de suspect. 5 hommes étaient en train de creuser un trou profond à l'aide d'une pelleteuse. Une décharge sauvage,
peut-être, mais une pelleteuse pour ça? Un peu trop sophistiqué, l'un des charpentiers s'est approché et a observé les ouvriers manipuler divers outils. Interrogés, ces hommes ont assuré qu'ils travaillaient pour une entreprise de maintenance. Vraiment? Quel genre d'entreprise travaille la nuit avec une pelleteuse dans une décharge? Plus tard, aux alentours de 20 heures, l'un des charpentiers a aperçu 4 individus en train de déposer un cylindre dans le trou. Un détail qui n'a pas manqué de faire grimper la tension d'un cran. Les hommes, parlant avec un accent étranger, ont expliqué qu'ils creusaient un puits de terre. Puis, une fois leur tâche terminée, ils ont pris la fuite à bord d'une minivan. Les 3 voisins méfiants ont commencé à imaginer le pire. Déchets toxiques? Enterrement illégal? Il fallait en avoir le cœur net. Ni une, ni deux, ils ont saisi leur pelle et ont commencé à creuser cette nuit-là. L'obscurité les a enveloppés, seules les lumières blafardes de leur téléphone portable ont percé les ténèbres. Peu à peu, des curieux se sont approchés, attirés par l'agitation nocturne. Le sol a été profond, très profond. Pendant près de 6 heures, ils ont creusé, sans relâche, jusqu'à ce qu'enfin, ils ont atteint une couverture. Sur le moment, l'effroi les a saisis. Un nouveau-né enterré? L'idée leur a traversé l'esprit, mais ils ont continué, jusqu'à tomber sur le couvercle d'un cylindre métallique. Armés de cordes, ils ont tenté d'extraire le baril. Peine perdue. Les cordes se sont rompues sous le poids écrasant du conteneur. Puis, une odeur nauséabonde a envahi l'air, suffocante, insoutenable. Devant cette découverte macabre, ils ont décidé d'alerter la police nationale. En attendant l'arrivée des autorités, la curiosité a pris le dessus. Ils ont ouvert la structure métallique et ont découvert un bloc de béton, incompréhensible. Mais ils n'ont pas abandonné. L'un des charpentiers est allé chercher un burin et un marteau. Dans un silence pesant, il a frappé encore et encore, jusqu'à percer un premier trou dans le béton. Ce qu'ils ont découvert ensuite les a glacés. Un corps. Oui, un corps était enfermé là-dedans. Personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer une telle horreur. Les policiers, pompiers et agents du ministère public ont débarqué dans la nuit de mardi, suivis de près par les médias en quête de sensations fortes. Devant des voisins tétanisés, les autorités ont découpé un baril à la scie électrique pour en sortir un cadavre en décomposition avancée. La victime, recroquevillée en position fétale, portait un pull de l'Institut Ars Obispo Loaiza. Les riverains, figés d'horreur, ont tenté de reconnaître ce visage effacé par le temps, mais ce qu'ils ont découvert dépassait l'entendement. Un crime d'une cruauté a glacé le sang. Le corps a été transféré à la morgue de Lima. Pendant ce temps, Rosemary, dans sa région natale, a entendu aux infos qu'un corps féminin avait été retrouvé dans un baril à Villa El Salvador. Un frisson l'a traversée. Elle a compris, c'était Marisol. Sans nouvelles de sa sœur, elle a paniqué et a supplié ses proches d'enquêter sur place. Les experts médico-légaux ont rapidement confirmé l'identité de Marisol, étudiante en soins infirmiers de 25 ans, à un souffle d'obtenir son diplôme. Disparue depuis 4 jours, Marisol a été identifiée grâce à ses empreintes digitales et à un scan 3D de son corps, utilisé pour la comparer à des photos de personnes disparues. Luis, 35 ans, militaire au Pentagonito, est vite devenu le suspect idéal, un détail qui n'a fait que renforcer les soupçons. Le procureur Ruben Astocondor a pris en charge l'enquête. Les proches de Marisol ont évoqué 2 pistes inquiétantes. 1. Marisol voulait rompre, mais Luis refusait de la laisser partir. 2. Une dette de 30 000 sols que Luis refusait de rembourser. Des mobiles qui laissaient présager le pire.
Face à l'horreur du crime et aux antécédents troublants de sa relation avec Marisol, la psychiatre Lisbeth Cueva a établi le profil psychologique de Luis. Son analyse a révélé un homme aux besoins maladifs de contrôle, avec des tendances psychopathiques et une absence totale d'empathie. Un vrai cocktail explosif. Wilmer, un ancien compagnon de Marisol, a brièvement attiré l'attention des enquêteurs. Mais il a rapidement été écarté. Il était absent de Lima au moment du drame. Luis, lui, est devenu le suspect numéro 1. Les soupçons se sont aggravés lorsqu'il s'est volatilisé. Plus de traces de lui, ni chez lui, ni au Pentagonito, ni ailleurs. Ses parents ont affirmé ne pas l'avoir vu depuis le lundi 26 novembre. Luis leur avait dit qu'il partait quelques jours pour des affaires liées au référendum sur la réforme constitutionnelle prévue le 9 décembre 2018. Sa mère, Maria Rodriguez, croyait fermement en son innocence et l'a supplié de se rendre à la police. Son père, Luis Esteves Moscol, a soutenu cette démarche. Le 4 décembre, la police a contacté l'armée pour localiser Luis. Le lendemain, l'armée péruvienne a annoncé l'ouverture d'une enquête interne contre lui. Le communiqué a confirmé que Luis appartenait à la première brigade polyvalente de l'armée, basée au fort général Rafael Hoyo Rubio, mais surtout qu'il était injoignable depuis le 3 décembre. Un détail glaçant est apparu. Il avait posé un congé à partir du 27 novembre, soit juste avant la disparition de Marisol. Coïncidence? Peu probable. Le même jour, l'autopsie a révélé que Marisol avait été égorgée avec une arme tranchante. Une attaque brutale, sans doute préméditée. Son corps, en décomposition avancée, n'a pas permis de déterminer précisément la date du décès. Mais le plus effrayant restait à venir. Dans le baril, les experts ont trouvé du béton, de l'acide muriatique et de la chaux vive, un mélange parfait pour dissoudre un corps. Ce même jour, brisée par la douleur, la famille de Marisol est arrivée de Cajamarca pour récupérer sa dépouille et la ramener dans sa ville natale. Un dernier voyage, celui que personne ne devrait jamais avoir à faire. Accablés de chagrin, les Estella ont réclamé la prison à perpétuité pour l'auteur de cet acte monstrueux. Pendant que la police traquait Luis, de nouveaux témoignages ont renforcé les soupçons. Juan Mendieta, propriétaire de l'appartement de Marisol, a révélé avoir vu Luis y introduire un baril noir, 1 semaine et demie avant la macabre découverte. Le 29 novembre, Luis est revenu chercher un lit et un objet enveloppé de plastique. Il a soupçonné qu'il s'agissait du baril. Cette fois, Luis était accompagné de son père et d'un ami, peinant à transporter ce fardeau suspect. Autre détail troublant, Luis avait remplacé le matelas de Marisol, un geste qui, à l'époque, n'avait pas alerté Juan. Pire encore, il a confié avoir entendu une violente dispute la veille, une de plus, tant les cris étaient devenus habituels. Croisant ces déclarations avec les preuves, les enquêteurs ont conclu que Marisol avait probablement été tuée dans son propre appartement. Interrogé, le père de Luis a nié toute implication. Selon lui, il avait simplement accompagné son fils et attendu dans la voiture. Rien de plus. Puis, le 7 décembre, un tournant a bouleversé l'enquête. Le général Miguel Ángel Núñez a annoncé la découverte de la camionnette utilisée pour transporter le baril. Grâce à une reconstitution minutieuse, les enquêteurs ont retrouvé le véhicule. L'inspection a confirmé leur pire crainte. Des traces de ciment et de sang maculaient l'intérieur. Luis avait loué cette camionnette sous prétexte de livrer des pâtisseries familiales avant de la rendre, prétendant devoir voyager. Mais l'enquête a été entachée de négligence. L'ouverture du baril sans sécurisation et la manipulation du cylindre par les curieux ont compromis des preuves cruciales. Malgré ces erreurs,
les éléments ont suffi à la procureure Helga Ortega pour demander la détention préventive de Luis. Face à la gravité des faits, la police a intensifié les recherches, certaines d'attraper Luis rapidement. Le 9 décembre, dans un silence glaçant, Marisol a été enterrée au cimetière de Bambamarca. Sa ville natale lui a offert un dernier adieu. Un adieu que personne n'aurait jamais dû prononcer. Famille, proches et habitants ont accompagné le cercueil de Marisol dans un cortège silencieux à travers les rues de la ville, submergées par la douleur. Aux côtés de la famille, des militantes de Ni Una Menos ont brandi des pancartes, réclamant justice pour Marisol. Au cimetière de la province de Hualgayoc, les proches ont exprimé leur chagrin et ont exigé que justice soit faite. Domingo, le père de Marisol, brisé mais déterminé, a supplié les autorités d'inscrire Luis sur la liste des criminels les plus recherchés. Le 12 décembre, face à l'échec des recherches, le ministère de l'Intérieur a placé Luis sur la liste des fugitifs avec une récompense de 20 000 sols, environ 5 900 $, pour toute information menant à son arrestation. Le lendemain, coup de théâtre, 3 suspects ont été arrêtés, identifiés sur une vidéo de fête aux côtés de Luis et Marisol. 10 policiers en civil ont mené une opération à l'hôtel Paraíso Azul. Ces hommes, tous étrangers, ont été placés en détention préventive pour 15 jours. Interrogés, ils ont nié toute implication dans le meurtre, tout en reconnaissant apparaître sur la vidéo. Malgré leur dénégation, l'enquête a continué. Le 13 décembre, les enquêteurs ont dévoilé des détails glaçants. Luis s'était rendu à l'intersection des avenues El Sol et Pachacútec pour engager des ouvriers. Le fils de Willy Rios, celui qui a creusé la fosse, a raconté que Luis avait menti, prétendant vouloir installer un panneau publicitaire. Pire encore, il avait envoyé des messages à Wilmer depuis le téléphone de Marisol, se faisant passer pour elle, le suppliant de venir. Face à l'absence de réponse, Luis a enterré le baril dans un terrain vague, aidé par les ouvriers que les voisins avaient aperçus. Ces hommes étaient arrivés au Pérou 6 mois plus tôt et avaient travaillé 3 mois dans la boulangerie familiale de Luis. Darwin José Arcila Quiroz, 32 ans, a été identifié par un témoin, mais faute de preuves, il a été libéré 10 jours plus tard. Impossible de prouver qu'il savait ce que contenait le baril. Puis, plus rien. L'enquête s'est enlisée. 2 mois après le drame, la famille de Marisol a dénoncé publiquement l'inaction de la justice. Le père et la sœur de Marisol ont dénoncé avec amertume qu'il avait fallu attendre le 4 janvier 2019, soit 1 mois après la découverte du corps, pour qu'une demande officielle de détention préventive contre Luis soit enfin déposée. 1 mois. Une éternité pour une famille brisée en quête de justice. Ce n'est qu'à ce moment-là que des mesures de protection ont été mises en place pour la famille Estela. Rosemary, la sœur de Marisol, a pris la parole publiquement pour condamner l'indifférence de la procureure. La famille, désemparée, a déploré un manque flagrant d'implication de la justice. Pire encore, la procureure leur aurait suggéré de retourner à Cajamarca et de laisser l'avocat s'occuper de tout. Domingo, le père de Marisol, a fustigé l'inaction des autorités. La maison de Luis n'a jamais été perquisitionnée, et son père, pourtant vu en train d'aider son fils à déplacer le baril, n'a jamais été interrogé. Malgré quelques soutiens du ministère de la Femme et de certains médias, l'enquête s'enlisait. Excédée par cette lenteur, la famille a engagé un avocat privé. Ce dernier a découvert des négligences graves, des erreurs qui ont freiné l'avancée de l'enquête. Ce n'est que le 7 février 2019 que la justice a enfin réclamé 9 mois de détention préventive contre Luis,
toujours introuvable. Pourtant, un mandat d'arrêt avait déjà été émis le 7 décembre. Pourquoi tant d'attente? Le parquet a révélé des détails glaçants. Luis n'avait pas seulement tué Marisol. Il l'avait brûlée et avait recruté des complices pour effacer les traces de son crime. Les analyses scientifiques ont confirmé la présence de sang de Marisol sur les vêtements que Luis avait abandonnés chez lui avant de fuir. Pire encore, des traces de sang ont été retrouvées dans la chambre de Marisol, prouvant qu'elle avait été attaquée dans son propre appartement. Le rapport médico-légal a dévoilé l'horreur. 5 plaies profondes au cou, des blessures défensives sur les bras et les jambes, des coups multiples et des brûlures post-mortem. Son corps avait été aspergé d'acide, notamment sur le visage. Pour masquer son identité, accélérer la décomposition ou simplement par pure cruauté. La procureure Helga Ortega a confirmé qu'un témoin avait vu Luis sur les lieux où le baril avait été enterré, en train de jeter des gants et des bouteilles. Luis avait aussi utilisé le téléphone de Marisol pour envoyer des messages à Wilmer, se faisant passer pour elle. La famille était persuadée que ces messages, envoyés après le 29 novembre, avaient été rédigés par Luis. Pire encore, il soupçonnait que le message vocal dans lequel Marisol annonçait partir avec Wilmer avait été enregistré sous la contrainte. Face à tant d'injustices, la famille n'a cessé de dénoncer la négligence de la justice. Ils ont estimé que la représentation juridique fournie par le ministère de la Femme avait été inefficace. 2 mois pour réclamer la détention préventive d'un homme déjà en fuite. La mère de Marisol a renouvelé ses appels déchirants. Mais le temps s'égrenait et l'enquête s'est enlisée. Ni le mandat d'arrêt, ni la détention préventive, ni même la récompense n'ont permis de retrouver Luis. 1 an après la découverte du corps de Marisol, Luis était toujours en fuite. Le mandat d'arrêt avait expiré sans être renouvelé et son nom avait été retiré du programme de récompense. Malgré la demande de renouvellement par la procureure Helga Ortega, la procédure est restée bloquée, laissant Luis disparaître dans la nature. La famille, plongée dans le silence des autorités, n'a reçu aucune information sur l'enquête. Rosemary, excédée, a créé un compte sur les réseaux sociaux pour partager les rares avancées. 2 ans après le meurtre, Luis demeurait introuvable. Ce n'est qu'alors que le ministère public a exigé la prison à perpétuité pour féminicide. Pourtant, sans accusé, impossible d'avancer vers un procès. L'avocat de la famille, Alvaro Peláez, a dénoncé l'inaction de la police, incapable de capturer Luis malgré 2 mandats d'arrêt. Les années ont défilé. 5 ans plus tard, Luis restait libre. Une vidéo de 2021 a confirmé qu'il était toujours au Pérou. Mais les autorités n'ont rien fait. La famille Estela vit avec la douleur de la perte et celle d'une justice défaillante. Leur seul espoir, voir Luis condamné. Mais l'affaire Marisol dépasse le drame familial. Elle illustre la violence endémique envers les femmes au Pérou. En 2018, 150 féminicides ont été recensés. Ce chiffre n'a cessé d'augmenter. 110 cas déjà signalés en septembre 2023. Des milliers de femmes ont perdu la vie. Des familles ont été brisées. L'indifférence ne doit plus exister. Chacun peut agir. Pour Marisol. Pour toutes les autres. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.